tu as généré pour certains clients plusieurs milliards d'euros de volume d'affaires. Donc ça veut dire que c'est plusieurs milliards d'euros qui ont été générés grâce à toi, grâce à tes stratégies, grâce à ce que tu as pensé, grâce à Google aussi, donc grâce au marketing digital. Est-ce que tu peux nous partager par exemple l'exemple d'un projet qui a réussi sur Google pour un client, un exemple de dispositif qui peut générer des millions, voire des milliards d'euros? Salut Antoine, ça va? Ça va et toi? Ouais mec, ça fait plaisir de t'avoir ici. Ah cool. bah ouais, carrément. Beau cadre en plus. C'est magnifique. Hôtel L'Incomparable à Tresserve, juste à côté des bureaux. Donc c'est cool mec, je suis trop content de t'avoir pour le premier épisode du coup podcast Secret de réussite. Ouais, bah Donc merci. le but de ce podcast, c'est voilà, revenir un peu sur la réussite de certains entrepreneurs du coup de mon réseau. Alors toi, t'es plus que de mon réseau parce qu'on est associés ensemble sur leads.fr du coup. Donc trop content. T'as 33 ans, t'as fait des études 32. de commerce, 32 ans. Attention, je les ai eu il n'y a pas très longtemps en plus. Je te vieillis un peu. 32 ans, t'as fait des études de commerce, t'as dépensé des millions d'euros sur Google Ads. T'es la référence, je pense, en France sur Google Ads. Sur ton propre budget en plus. T'as du coup plusieurs sociétés, t'as Localiweb. Après, on a créé ensemble du coup leads.fr. Nous, on s'est rencontrés il y a un moment déjà, c'était début 2020. Je sais pas si tu te souviens. Je t'avais envoyé un message WhatsApp, je t'avais dit que je voulais me former du coup en Google Ads. On avait échangé un petit peu. Ouais. Ça fait du coup 3 ans. Plus que 3 ans, un peu plus. 3 ans et demi, Ouais, ouais. ouais. Ça fait 3 ans et demi. De base, donc toi, tu t'es lancé dans le SEO. Après, tu es parti dans le SIA. Après, du coup, tu as créé ta société Localiweb. Et après, on a créé ensemble du coup leads.fr. Donc, tu as un parcours rempli de plein de choses. Est-ce que peut-être tu veux te représenter du coup pour les personnes qui ne te connaissent pas, revenir un peu sur ton parcours? Et bah écoute, ouais, bah merci pour l'invitation déjà. Normal. Ça fait trop plaisir. Ça fait plaisir, ouais. C'est vrai qu'on avait discuté il y a quelques temps et tu voulais faire ce podcast. C'était une super idée. Vraiment, je trouve que c'est génial. Et puis en fait, on côtoie beaucoup d'entrepreneurs qui sont, en fait, ils sont souvent dans leur grotte. C'est vrai. Et moi, je suis un peu dans ma grotte. J'essaie d'avancer, mais c'est aussi bien de partager aussi un peu aux autres. Donc moi, pour te répondre, bah, j'ai créé Localiweb en 2016. Ouais. En fait, j'étais en CDI après avoir fait des études, une école de commerce, un bac plus 5 assez traditionnel. Et donc j'ai fait 1 an et demi en agence SEO. Je regrette pas parce que ça m'a vraiment permis d'avoir des bases aussi, de savoir ce que c'était que travailler en entreprise, Bien sûr. d'être certain que je voulais plus jamais être salarié. Ça m'a aussi permis d'acheter mon premier appartement, parce qu'on le sait, le CDI c'est quand même le Graal pour acheter un appartement en France. C'est clair. Donc voilà, j'ai fait ça et puis j'ai créé Localiweb en 2016. À la base, Localiweb, le nom Localiweb, c'était concrètement pour concurrencer les pages jaunes. Il y avait SoLocal et je m'étais dit, bah voilà, je vais lancer Localiweb. C'était pour moi un business model vachement intéressant parce que mon idée c'était vraiment d'avoir une couverture nationale avec le type mots-clés plus ville en fait, où j'allais me positionner en SEO avec mon expérience. Et après, j'allais offrir de la visibilité à tous les artisans, enfin tous ceux qui avaient une activité locale. Et je me suis planté, voilà. Premier échec déjà, voilà. Voilà, je me suis planté. Tout ce que j'avais mis dans Localiweb au départ, donc c'était à peu près 10-15 000 euros, ce qui est pas beaucoup. Hein. J'avais quand même fait une plateforme, ça s'appelait oukoi.com, Okay. oukoi.com. J'en garde un bon souvenir. Mais voilà, je pense que ce genre de projet-là, il faut mettre 500 ou 600 000 euros sur la table. Ouais, t'avais peut-être pas aussi mesuré du coup l'impact. Voilà, exactement. Et à ce moment-là, du coup, t'as fait cette transition où t'es parti du coup sur la partie génération de leads, Google Ads. Et là, j'ai switché. Je me suis dit en plus, donc en parallèle de cette plateforme-là, je faisais aussi du SEO pour moi, enfin sur des sites. Ouais. Et je me faisais ce qu'on appelle pénaliser des sites en SEO parce que Google estimait qu'il y avait certaines règles qui n'étaient pas respectées malgré le fait que j'essayais de travailler très proprement, etc. Donc je trouvais que il y avait une faible prédictibilité dans le SEO, alors que dans le SIA, enfin l'achat de trafic payant, certes tu payes, mais tu peux beaucoup plus mesurer ton retour sur investissement. Et du coup je me suis mis à fond là-dedans. C'est à partir de, je dirais, 2015-2016. Ouais, 2016. Et c'est là que j'ai créé Localiweb. Localiweb était créé, mais j'avais déjà créé Localiweb. C'est là que je me suis mis dans la branche génération de leads de Localiweb. J'ai pas changé le nom, j'ai gardé ça parce que moi j'aimais bien le nom. Je sais pas si c'est un super nom, mais voilà, moi je l'aimais bien. Okay. Parce que à la base, c'est vrai que j'avais toujours pour objectif de faire de la génération de leads en local. Bon, il se trouve que j'ai plus été sur des
sur de la génération de leads du coup en national, mais voilà, et là je me suis mis à fond. J'ai commencé en affiliation auprès de structures qui sont aujourd'hui concurrentes de leads.fr. On y viendra plus tard, la Bien genèse sûr, de je vais te poser leads.fr. plein de questions, Mais voilà, donc j'ai créé tout un système d'affiliation. J'ai bossé avec un développeur, avec qui on bosse d'ailleurs encore ensemble. Ouais. Il s'appelle Oussama. S'il me regarde, je lui passe le bonjour. Et voilà, et donc j'ai commencé comme ça. Ça a duré le temps. Ça a duré 4 ans, quoi. Le temps que je te rencontre. Et après, on a créé du coup. Et après, on a créé leads.fr. Moi, je vais revenir un peu sur son expérience du coup sur le Calliope. C'est vrai que je te dis souvent, mais t'es quelqu'un de très très humble, je trouve. Et même dans ta présentation, tu vois, tu parles pas forcément des chiffres, etc. Mais pour se rendre compte quand même, c'est plusieurs millions d'euros d'investissement que tu as fait sur Google Ads. Tu t'es spécialisé quand même très fortement sur Google, même si tu es sur la génération de leads au sens large. Vraiment, c'est Google Ads sur lequel tu t'es spécialisé. Plusieurs millions d'euros que tu as investi sur tes propres budgets. C'est vrai que tu t'es positionné sur la vente de leads, mais du coup, c'est ton propre argent que tu mets sur les médias, sur Google Ads. Tu as généré pour tes clients on a calculé plusieurs milliards d'euros. Donc, tu es finalement, j'irais un peu l'homme de l'ombre derrière du coup des gros annonceurs où en fait, on t'a fait confiance pour gérer du coup des milliards d'euros de vente d'investissement. Tu as acquis une expertise du coup qui est ultra poussée sur Google Ads, je pense la plus forte même en francophonie. Et j'ai justement une question là-dessus, c'est quels sont les défis que toi, tu as rencontrés pour rester sur ce sujet-là de Google Ads, pour gérer du coup des si gros budgets sur Google? C'est vrai que là, j'ai un peu parlé de la genèse. Bien sûr. Après, il y a la partie entrepreneuriale, où là aux limites, on quitte un petit peu la sphère liée à l'achat de trafic. Mais mes principaux enjeux, ça a été vraiment de la scalabilité, en fait. Nous, c'est ce qu'on rencontre aussi sur Lead, c'est comment est-ce que à partir d'un petit budget, tu vas pouvoir, sans perdre d'argent, avec tes propres sans perdre fonds, les performances, tes propres investissements, comment tu vas pouvoir passer à l'échelle. C'est vrai que le mot scalable, on l'emploie énormément, mais en France, il n'est pas forcément très connu. La scalabilité, c'est vraiment passer un business à l'échelle. Voilà. C'est ça. Passer on va dire, je sais pas, peut-être 3 000 euros par mois à 30 000, 300 000, 3 millions, sans perdre la rentabilité. Sans perdre les performances. Et c'est vrai, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent, qui font des campagnes du coup sur Google, qui dépensent peut-être 5, 10, 15, 20 euros par jour, 50 euros par jour. Et on pourrait se dire, si du coup je suis rentable à 20 euros par jour sur ma campagne, par exemple, je suis en capacité, si je mets 200, 2000 euros, d'aller chercher 10 fois plus, 15 fois plus de résultats. Et toi, tu t'es rendu compte que c'était pas aussi simple que ça et qu'il y a des vrais enjeux du coup quand tu dépenses plus sur Google pour regarder des résultats. C'est ça que tu es en train de dire. Exactement. En fait, il faut mettre en place des systèmes reproductibles, faciles à mettre en œuvre et qu'on peut déléguer. Exactement. C'est un petit peu ça, la scalabilité. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai pas réussi à tout faire. Hein. Je suis très fier de mes résultats. Mais par exemple, mettre en place des systèmes reproductibles, ça je sais faire. Ouais. Par contre, déléguer pour que exactement ce que je mette en place, quelqu'un sache le faire à ma place. On va y revenir sur la partie délégation. On va y revenir. Mais ça, c'est plus complexe. C'est ce qui est le plus compliqué. Voilà. Toi, tu as développé ta propre méthodologie, ta propre façon du coup d'analyser. Ouais. Tu as des campagnes qui sont montées jusqu'à 10, 15 000 euros par jour. Il y a eu des journées où tu as dépensé 10 000, 15 000 euros sur des campagnes. Ouais, largement. Sur tes comptes, même plus. Et du coup, juste pour rester sur la partie génération de leads, c'est vrai que du coup, Localiweb, toi, sur ta structure, tu as vraiment choisi et décidé d'être uniquement concentré sur la génération de leads et même plus particulièrement sur Google. Là où on voit beaucoup d'agences, beaucoup de sociétés du coup, qui vont proposer plein de services, création de site web, community management. Toi, tu t'es dit, je vais que sur la génération de leads et même dans la génération de leads, tu étais encore plus loin. Parce que tu t'es dit, je vais aller que du coup sur la partie Google Ads. Pourquoi tu as fait choix du coup de cette ultra spécialisation et de rester vraiment uniquement concentré depuis maintenant 5-6 ans uniquement sur ce levier et t'as pas choisi du coup de te diversifier? Alors, moi je suis aussi spécialisé sur le native, mais c'est vrai que ma spécialité c'est Google Ads parce que Google Ads sur la génération de leads. Sur la génération de leads, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est deux métiers que j'estime qui sont totalement différents. Pour moi, le e-commerce et la génération de leads, c'est presque, enfin c'est le même outil de base, mais c'est totalement différent en termes de. D'un côté, tu as le catalogue produit, de l'autre, tu vas plus travailler sur les intentions, comme nous en génération de leads. Alors, moi, j'ai décidé de me spécialiser parce que je trouve qu'en fait, si tu veux sécuriser un marché, en fait, il faut être le meilleur. Et en fait, si t'es le meilleur nulle part, tu ne vas sécuriser aucun marché. Je suis d'accord. Voilà. Je te rejoins sur ça. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire.
C'est vrai que j'en suis assez content. Et aussi, ce qu'il faut faire, c'est documenter. En fait, ça c'est moi qui me le suis appliqué, mais pour moi, quand tu mets en place des méthodes, il faut le documenter. Sinon, au final, elles se perdent. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'à l'époque, j'avais fait une formation Google Ads. Quand on s'est connus, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est vrai. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. C'est parce qu'en fait, j'avais fait. Bon, allez, peut-être un peu l'aspect financier, mais quasiment pas. C'était vraiment surtout pour documenter et mettre en place. En fait, j'avais des choses en tête. C'était un peu une nébuleuse. Puis moi, j'écris pas beaucoup. Il y en a plein, ils écrivent énormément. Moi, j'écris pas beaucoup. Et je ressentais le besoin de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait en étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Et donc, du coup, j'ai fait 8 modules avec 5 étapes dans chaque module. Et ça m'a changé la vie. Et je pense que c'est aussi pour ça que derrière, j'ai pu encore améliorer mes résultats. Et derrière, on a lancé leads.fr. Et on a des résultats qui sont plutôt bons aujourd'hui. Très bons même. Voilà, j'en suis satisfait. Et voilà, donc documenter et pour après pouvoir développer, quoi. Trop intéressant. Juste, je vais encore te poser une ou deux questions sur la partie vraiment purement génération de leads. Il y a du coup peut-être sûrement beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui ont leurs entreprises, qui ont aussi besoin de générer des leads. Tu as dépensé donc plusieurs millions d'euros sur Google, tu as 5 ans d'expérience en génération de leads. Ce serait quoi du coup pour toi, si tu pouvais donner peut-être un ou deux conseils pour générer des leads à la fois en quantité, en qualité et aussi avec le bon coût, parce que c'est toujours un peu cette équation, hein, quand on fait la génération de leads, j'en fais aussi, donc je sais ce que c'est, toujours une équation du coup à plusieurs facteurs, mais si tu avais un ou deux conseils pour générer des leads en quantité, en qualité, au bon coût, ce serait lesquels? Waouh, c'est pas facile, hein. C'est compliqué. Un ou deux conseils. C'est un peu comme si tu posais la question à quelqu'un, à un bon cuisinier, est-ce que vous pouvez me dire comment on cuisine correctement, s'il vous plaît? Voilà, justement, mais essaye de, voilà, si tu avais encore une fois, c'est un bon exercice, je trouve, un ou deux conseils. Voilà, moi je veux générer des leads. Ouais. Beaucoup, pas cher, en qualité. Comment je fais? Je dirais être obstiné, ne rien lâcher. Moi, des moments difficiles, des moments où j'ai voulu tout arrêter, il y en a eu quand même pas mal. Ne pas se dire, par exemple, là, ça fait 2 mois que mes campagnes elles sont perdantes, il faut jamais les couper. Je sais pas, il faut se débrouiller. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai des campagnes, je dépense par exemple 20 euros par jour, je suis pas rentable, j'ai des leads qui sont trop chers. Jamais couper. Tu les laisses actives même si tu perds de l'argent. Toujours être obstiné dans ce qu'on fait. Obstiné quand c'est positif. Hein. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a, parce que laisser quand même des campagnes qui sont pas rentables, c'est risqué, ça fait perdre de l'argent. C'est comment est-ce que tu raisonnes du coup là-dessus? En fait, moi quand je sais que j'ai un bon axe. En fait, s'il y a un axe qui n'est pas rentable, je vais le réduire par exemple à 10 euros par jour. Après, je vais pas rentrer trop dans la technique, mais si tu m'as demandé un conseil global, et c'est vrai que ça c'est important. Si on veut aller, je vais être un peu familier, si on veut aller taper un secteur concurrentiel. Il faut se donner les moyens et il faut surtout pas lâcher à la première embûche, quoi. Ouais. Voilà. Super intéressant ce que tu partages sur l'état d'esprit. En fait, on peut faire même presque la comparaison avec un trader finalement qui pourrait du coup gérer des positions avec des positions du coup qui descendent un peu de manière négative, ou du coup peut-être l'émotionnel aurait tendance à dire il faut couper par exemple cette position. Toi, c'est toujours te dire je ne laisse pas la place à l'émotionnel et du coup même quand j'ai des mauvais résultats, je laisse toujours tourner le temps du coup que ça marche. Et ça sur long terme c'est quelque chose qui fonctionne, du coup ça a fait ses preuves et c'est du coup pour toi un des secrets en tout cas de ta réussite. Ça fonctionne à condition d'être soi-même persuadé qu'on va dans la bonne direction. Moi il y a des fois j'ai coupé des campagnes parce que j'avais l'intuition que j'allais pas dans la bonne direction. Voilà, okay. Donc ça c'est aussi une question d'intuition. Après pour te répondre, il y a plusieurs autres leviers. Il faut aussi réussir à je dirais regarder ce que font les concurrents. Tu regardes ce que font les concurrents, ceux qui fonctionnent bien, hein, on les connaît vite quand on est sur un marché. On regarde ce qu'on fait et on se dit, ok, qu'est-ce que moi je pourrais faire de mieux? Et donc, généralement, quand on est sur Google Ads, il faut ce que j'appelle, après je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais voilà, je vais essayer de vulgariser un petit peu. En gros, le marché de la génération de leads sur les réseaux sociaux, c'est le marché de l'attention. Et le marché de la génération de leads sur Google Ads, c'est le marché de l'intention. Et que ça soit sur les réseaux sociaux ou sur Google Ads, en fait, il faut, moi, ce que j'appelle, il faut hacker la pertinence, il faut hacker les intentions des gens, en fait. Donc, en fait, il faut qu'ils aient l'intention, par exemple, là, on est dans un super beau cadre,
ils ont l'intention de trouver un paysagiste au bord du lac du Bourget, et ben il faut créer des annonces dont on est sûr que la majorité des gens vont cliquer dessus. Et c'est comme ça que Google va nous permettre de payer moins cher les clics. Et du coup, c'est aussi comme ça qu'on va permettre de pouvoir générer du lead pas cher, de bonne qualité, au bon volume. Bah, tu réponds à la question qui était pourtant difficile, du coup, tu as trouvé J'ai essayé, c'était hyper dur, mais voilà. Du coup, si je résume, c'est avoir des annonces sexy, pertinentes, percutantes, sur lesquelles on a envie de cliquer, finalement, c'est ça. Je vais te poser une dernière question, du coup, juste sur la partie vraiment résultat Google Ads. Tu as généré pour tes clients, pour certains clients, plusieurs milliards d'euros de volume d'affaires. Ouais. Milliards d'euros. C'est vrai que j'ai réalisé ça l'autre jour. Donc ça veut dire que c'est plusieurs milliards d'euros qui ont été générés grâce à toi, grâce à tes stratégies, grâce à ce que tu as pensé, grâce à Google aussi, donc grâce au marketing digital. C'est juste incroyable, des milliards d'euros quand même. C'est une dimension qui est, c'est plusieurs, c'est 1000 millions. C'est juste ouf. Est-ce que tu peux nous partager, par exemple, l'exemple d'un projet qui a réussi du coup sur Google pour un client, sans forcément citer de nom, mais un exemple de dispositif qui peut générer des millions, voire des milliards d'euros? Typiquement dans l'immobilier neuf, parce qu'en fait nous ce qu'on fait, c'est qu'on va générer des annonces, des landing pages, et derrière on va facturer au client un prix au lead. Sauf qu'en fait ce prix au lead, derrière notre acheteur ne va pas tous les transformer. Par contre, s'il en transforme un, ça veut dire qu'en fait, il va vendre un appartement en moyenne entre 150 et 300 000 euros. Ça va très vite. Donc, quand on sait qu'en moyenne, je dis je, mais c'est nous, c'est sur X.fr. Pour l'instant, là, j'ai pas le calcul en tête, mais je pense qu'on doit générer peut-être une cinquantaine de ventes, voire même plus, par mois. Et tu fais 50 ventes. Et c'est vite 100 000, 200 000, 300 000. Ça fait des dizaines de millions, et sur plusieurs années, ça fait clairement des milliards d'euros. C'est des milliards d'euros. Donc c'est pas nous qui facturons ces milliards d'euros, mais par contre on a permis à nos clients de générer à nos clients, et mine de rien, on a contribué au PIB, mine de rien. En milliards d'euros, ouais, ça commence. Voilà, c'est clair. C'est vrai, ouais. Voilà. C'est vrai. En tout cas, merci pour ces partages. Moi, j'aimerais zoomer un peu plus du coup sur toi, ton parcours d'entrepreneur. Là, tu parles de beaucoup de réussites, du coup, des millions d'euros générés. Tu as généré du coup très rapidement aussi des résultats, c'est vrai, dans ton parcours. Avant de parler du coup de tes réussites et ce que tu as réussi à faire avec tous ces parcours entrepreneuriaux et aussi avec Leads.fr, moi, je dis souvent qu'il y a toujours un échec là où il y a une réussite, ou même toujours des fois même plusieurs échecs là où il y a une réussite. Est-ce que tu pourrais peut-être nous partager un échec que tu as eu dans ton parcours entrepreneurial, peu importe lequel, que tu as rencontré? Ça peut être du coup sur Localiweb, ça peut être sur Leads.fr, ça peut être une erreur de parcours, une entreprise que tu n'as pas fonctionné, ou même un échec humain, ou avec un client, ou quelque chose que tu aimerais nous partager. C'est pas un échec, parce qu'aujourd'hui je suis très à l'aise avec ça, mais un des obstacles que mais on l'a vécu sur Leads.fr, moi c'est ce que j'avais le moins anticipé, c'est vraiment la gestion de l'humain en fait. Moi, quand j'ai créé des boîtes, je pensais que le plus dur, ça allait être de gérer le juridique, la technique. Mais alors, l'humain, c'est franchement le plus dur. Et puis moi, je me disais, j'ai la relationnelle qui est assez facile. Je m'embrouillerai rarement avec les gens. C'est vrai que t'es gentil. Voilà, ça va aller. Et en fait, c'est hyper dur. C'est vraiment le plus dur. En fait, du coup, là, sur Leads.fr, on a créé cette société ensemble. Aujourd'hui, on a une dizaine de collaborateurs, cette structure. Qui sont du coup en interne en CDI ici, et que toi tu gères aussi avec moi, on les gère un peu au quotidien. Avant de lancer Leads.fr, tu étais sur un autre format, tu étais du coup à Malakoff, tu étais tout seul. Tu avais, je crois, un collaborateur mais en distanciel. Non, on était 4 quand même. Ouais, mais... En fait, on est monté à 4 à un moment donné. D'accord. Mais bon, 4, ça va. C'est pour moi, c'est presque... En fait, tu rentres dans l'entrepreneuriat à partir de 4 ou 5, je dirais. Ouais. Mais jusqu'à 4, t'as pas grand-chose à gérer, ça va. C'est ça. Et du coup, là, aujourd'hui, tu as 10 personnes. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes, du coup, d'avoir pris ces personnes-là? Est-ce que c'est quoi un peu ton retour d'expérience maintenant? Alors, après 2 ans? Je regrette pas une seule fois. Par contre, faut être honnête, c'est plus dur. C'est plus difficile. Faut pas se voiler la face. Plus tu gères de monde, plus c'est dur. Et ouais, des fois, tu te poses des questions. Moi, des fois, je me dis, est-ce que j'étais pas mieux dans ma grotte, entre guillemets, j'étais tout seul j'avais des revenus très confortables, mais c'est pas du tout la même aventure. En fait, il y en a une où t'es je dirais presque tout seul, t'as ta petite équipe, mais voilà, c'est agréable. Moi, je considère que tu ronronnes un petit peu.
tu te verses des salaires confortables, tu fais des dividendes, voilà, c'est top. Mais par contre, en termes d'aventure entrepreneuriale, ne serait-ce que de branding, parce que moi, chez Localiweb, quand je faisais de la génération de leads, bah, j'étais affilié à des entreprises, mais moi, j'étais pas du tout en direct avec les clients. Et c'est vrai que du coup, voilà, c'est vraiment pépère. Hein. Je me C'est pas rappelle. une sortie de zone de confort comme tu peux avoir aujourd'hui, Voilà. à gérer des gens, etc. Et moi, je te rejoins sur l'humain, c'est le facteur le plus complexe à gérer. Et moi, je l'observe aussi un peu au quotidien. Et il y a souvent, du coup, des problématiques humaines, par exemple, de personnes qui comprennent pas ce que tu veux leur dire, ou peut-être quand tu vas leur donner un message, ils vont mal le prendre. Parce que chacun, du coup, aussi est différent dans sa façon de voir les choses et de comprendre les choses. En général, les obstacles que tu vas rencontrer avec l'humain, c'est quoi, du coup? Tu parlais du coup, c'est cette difficulté de l'humain, mais c'est quoi dans l'humain? C'est des problèmes de compréhension, c'est des problèmes du coup de gens qui vont mal prendre des choses, c'est de l'ego, c'est quoi que tu vas rencontrer du coup dans les équipes? L'humain, pour moi, c'est gérer les différentes personnalités, les différentes perceptions des choses. Par exemple, est-ce que tu as un exemple peut-être à partager du coup? En fait, quand tu es trop gentil, moi je me rends compte, des fois je suis trop gentil, et en fait, tu penses que c'est bien. Et tu penses même que c'est bien, tu dis au pire si je suis trop gentil ça va impacter ma boîte, mais par contre les collaborateurs ils vont être contents. Sauf qu'en fait quand tu es trop gentil, parfois tu vas générer de l'injustice auprès des collaborateurs. Et ces mêmes collaborateurs vont trouver que finalement c'est pas de la gentillesse, c'est de la méchanceté. Parce que tu as été trop gentil avec lui et du coup c'est injuste avec un tel. C'est de l'injustice. Et du coup c'est pour ça que en fait il faut... même ça, en fait. Même être gentil, finalement. T'es trop gentil, en fait, c'est presque être méchant. C'est vrai. C'est marrant, c'est bien imagé. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, je me rends compte aussi, quand tu gères avec de l'humain et que tu as des collaborateurs, des salariés, en fait, tu dois à chaque fois, un peu comme aux échecs, penser du coup à l'étape d'après. C'est-à-dire, si je dis par exemple quelque chose à quelqu'un, et que ça se sait derrière, est-ce que ça va poser des problèmes, etc. Et finalement, il faut toujours réfléchir, en fait, c'est vraiment complexe à gérer, et là-dessus, je te rejoins. Donc, ouais, ok, humain, des problématiques que tu as dû anticiper. T'en as eu beaucoup des problématiques avec l'humain, quand même, parce que je vois au quotidien, moi aussi, hein, je te rassure, enfin, tout le monde, tous les entrepreneurs, parce que c'est des problématiques que tu as au quotidien, mais je trouve, en tout cas, d'un point de vue extérieur, que tu as appris et tu as grandi aussi énormément. Est-ce que tu as, par exemple, un apprentissage ou deux apprentissages qui sont sortis justement de ces expériences? Est-ce que peut-être tu peux nous partager un apprentissage que toi, tu retiens finalement de ces échecs ou de ces obstacles que tu as pu rencontrer du coup avec de l'humain? Ouais, j'ai pas une vérité générale, mais c'est plutôt des réflexes au quotidien où on apprend beaucoup, en fait. Quand on a des difficultés, voilà. Mais c'est vrai que des fois, au sein d'une équipe, il faut absolument éviter d'avoir une pomme pourrie. Parce qu'en fait, tu peux avoir une bonne équipe, si tu as une pomme pourrie, elle va contaminer tout le reste de l'équipe. Ouais. Et inversement, des fois, tu peux être un manager un peu moyen, si tu as une super bonne équipe, tu vas pas avoir trop de problèmes. C'est vrai. Voilà. Après, non, j'ai pas de réponse particulière de trucs que j'utilise au quotidien. Est-ce que tu as un apprentissage, je sais pas, que tu as pu du coup développer à cause, plutôt grâce, j'ai envie de dire, à ces obstacles, à ces échecs, peut-être dans ta façon de communiquer, peut-être dans la réflexion que tu as aujourd'hui, dans ta façon de manager? Je sais pas si tu as un apprentissage peut-être à partager que tu as pu apprendre. Se former. C'est vrai que nous, on a fait une formation, tu étais là aussi en management. Le management, on pense qu'on le maîtrise, alors qu'en fait, ça s'apprend. Et ça, je pense que quand on est chef d'entreprise, voire même un manager, même si pour un truc totalement autre, si on fait du management en, je sais pas quoi, enfin peu importe, c'est important de se former parce que en fait, après, on va avoir un quotidien qui va être à la fois plus apaisant au travail et aussi surtout plus efficace. Donc voilà, se former. Et puis communiquer quand on est en difficulté. Ça paraît un peu. Moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai l'impression que ta communication, parce que je te suis, ça fait un moment qu'on travaille ensemble, vis-à-vis des collaborateurs, elle a changé énormément. C'est-à-dire qu'avant, et je dis on parce que je me mets aussi dans la même catégorie, mais c'est vrai qu'on avait tendance à pas forcément communiquer des fois. Quand on prenait des choix, on faisait des décisions, etc., on faisait un petit peu de notre côté. Maintenant, c'est vrai que tu as toujours ce réflexe, en tout cas, c'est pour ça que moi je parlais d'apprentissage, par exemple, de communiquer. Si tu prends une décision, c'est vrai que moi je le vois aujourd'hui, ton premier réflexe, ça va être d'envoyer un mail à un collaborateur, du coup, à nos responsables, etc. Ce côté communication, du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un apprentissage finalement que tu as eu? Parce que c'est quelque chose que tu faisais pas, en tout cas, au démarrage. En fait, ne pas penser qu'on est seul quand on est entrepreneur. Alors que malgré tout, on l'est. Mais il faut toujours se dire, ok, je suis seul, mais alors je vais essayer de me faire aider encore plus. Là, par exemple, on a un coach sur leads.fr, donc il commence par coacher les dirigeants, mais après, il y a aussi les équipes qui peut coacher.
Et je pense que c'est paradoxal, c'est-à-dire que souvent, c'est les entreprises qui ont le plus grossi, dont les dirigeants seront le plus coachés. C'est dommage. Alors certes, il y a des questions de moyens, j'entends, mais par contre, ça devrait être au départ, quand on n'y connaît rien, quand on doit faire tout. Enfin, moi, je me rappelle au départ chez Leads.fr, je faisais les déclarations préalables à l'embauche. Ouais. Moi, un salarié, ça faisait 15 jours qu'il était là, il me disait, il me faudrait peut-être une mutuelle. Je disais, ah oui. Voilà. Et du coup, je me disais, voilà, j'organise un call avec la mutuelle. Enfin bref. Mais du coup, c'est dans ces moments-là, au début de l'entrepreneuriat, qu'on doit le plus se faire coacher. Voilà. Donc, si j'ai peut-être un conseil à donner, c'est, si vous avez un peu de budget, ou même si vous en avez pas, mais que vous avez quelques centaines d'euros, peut-être vous coacher au départ. Ce que j'allais dire, est-ce que c'est une question de budget? Parce que tu dis souvent, moi j'aime bien une phrase que tu dis souvent, c'est le pas cher coûte très cher. C'est vrai que je la ressors beaucoup parce que moi ça m'a marqué de dire j'ai pas l'argent, du coup je vais pas me faire coacher, et puis au final du coup je vais perdre peut-être 10, 15, 20 fois plus que si j'avais investi. Ouais, mais... Donc est-ce que se coacher finalement, se faire coacher en management, c'est pas quelque chose, si tu devais refaire l'histoire, que tu ferais presque en premier au final? Si, je le ferais, mais après c'est vachement courageux, voire même couillu, je peux le dire, de se dire, allez, je vais me dégager, je sais pas moi, allez, on va dire, prendre des chiffres fictifs, 5 000 € de marge au début de mon activité, et sur ces 5 000 € de marge, je vais en consacrer 2 500 à me payer un coach tous les mois. Même, je pense que ça serait un vrai bon réflexe pour beaucoup d'entrepreneurs. Je pense que c'est pas la première chose auquel tu penses. Tu dis, je vais réinvestir dans le marketing, voire je vais rembourser mon compte courant, enfin voilà, mais tu te dis pas ça. Alors pourtant c'est hyper important. Ouais. Mais nous on n'a pas de leçon à donner, hein. On en a pris conscience il y a quelques mois, alors qu'on avait lancé il y a 3 ans. C'est vrai. Donc, bon. C'est souvent en te prenant des murs finalement que tu comprends aussi un peu les choses, et ça je te rejoins. On a parlé des échecs, des obstacles et tout, c'était super intéressant, merci pour ces partages. Est-ce que tu as, toi, une réussite dans ton parcours entrepreneurial dont tu es fier, que tu aimerais nous partager? Ouais. Ouais. C'est un peu large comme question, mais... une réussite, c'est... Une réussite, ça peut être une réussite financière sur une opération, ça peut être une réussite humaine, ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose dont tu es fier. Écoute, pour être très transparent... Ou un accomplissement peut-être. Pour moi, la plus belle réussite, là, on est en train de la réaliser sur Leads.fr. Donc, tu es un peu responsable aussi. Hein, on n'est pas là pour se cirer les pompes, mais quand même, faut être honnête. C'est... en fait, il y a eu là, depuis septembre, voire même juin 2022, il y a eu les taux qui ont remonté. Et du coup, les taux, ça a impacté le marché du crédit. Et nous, on générait beaucoup de leads sur le marché du crédit et sur le marché de l'immobilier, enfin voilà, tout ça est lié. Et du coup, forcément, le volume de vente diminuait, et du coup, ça impactait le prix du lead, ça impactait le volume de leads commandés, et du coup, nous, on a pris une baisse de chiffre d'affaires chez Leads.fr. Corrélé finalement à ce marché qui a été en complication. Parce que mine de rien, on s'était pas assez diversifié, on avait fait on avait cette vision-là, mais on l'avait pas fait assez vite. Et là, on est en train un an plus tard, en fait, mine de rien, cette crise de l'immobilier est encore là et bien là, et je pense encore pour quelques temps. Mais nous, on a réussi à se diversifier de telle sorte qu'en fait, aujourd'hui, ces marchés-là ne représentent que à peu près 40-45% de notre chiffre d'affaires. Et on a retrouvé quasiment un volume de chiffre d'affaires identique à ce qu'on avait avant la crise, alors que la crise est toujours là. Ouais. Donc en fait, non seulement en termes de performance, on est comme avant presque, mais en plus on s'est sécurisé. On a diversifié. C'est vraiment le truc dont je suis le plus fier. Ouais. Merci pour ce partage. C'est vrai qu'il y a un mot, moi, que j'utilise beaucoup, c'est le mot dépendance. Et finalement, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est réussir du coup dans ton business, pas être forcément dépendant. Voilà, en l'occurrence, c'est un marché, mais c'est aussi valable avec un client, par exemple. Si tu es dépendant d'un client et que ce client, du coup, tu le perds ou il passe sur une autre stratégie. Donc, en gros, si je retiens ce que tu dis, finalement, c'est se diversifier et couper la dépendance. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup peut-être à un entrepreneur aujourd'hui qui justement est dépendant peut-être d'un marché, d'un secteur ou d'un client ou d'un prestataire, parce que là sur Leads.fr c'est vrai que c'est une réussite qui est arrivée finalement après une complication, parce qu'il y a eu quand même cette baisse de chiffre d'affaires, ça a été compliqué quand même, hein. On a perdu de l'argent, ça a été complexe, en tout cas en interne sur cette société, mais c'est valable sur toutes les structures. Qu'est-ce que tu conseillerais à l'entrepreneur du coup qui aujourd'hui est sous une forme de dépendance d'un marché, d'un client, d'un partenaire, d'un prestataire, pour justement qu'il puisse anticiper une éventuelle problématique comme on a pu connaître du coup sur Leads.fr? C'est simple. Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce qu'il y a une stratégie à mettre en place? Il faut identifier toutes les vulnérabilités de son entreprise.
Et pour moi, il faut diversifier plusieurs choses. Il faut diversifier ses fournisseurs. Il faut diversifier ses marchés sur lesquels on est. Et il faut, dans la mesure du possible, diversifier son offre de service. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu préfères presque faire, je sais pas, 400 000 euros par mois, par exemple, sur 2 marchés, plutôt que 600 000 euros par mois sur un marché. Presque. Ouais. Si on image, c'est presque ça. Bah, exactement. C'est contre-intuitif quand même, parce qu'on est souvent à la course finalement au chiffre d'affaires. Dire j'ai signé plein de clients, c'est génial. Mais ça, c'est quelque chose que tu vas regarder du coup aussi dans ton Exactement. Et en fait, là, on est aussi en train, sur Dix.fr, de diversifier la partie offre de service. Ouais. Parce que, bon, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais on est en train de lancer un CRM un petit peu en upsell pour ceux qui achètent nos leads. Et mine de rien, c'est pas du lead, donc c'est une autre offre de service. Et quelque part, on se sécurise aussi en faisant ça. Donc en fait, il faut sécuriser tous les leviers qu'on peut sur une entreprise. Pour sortir de cette dépendance finalement. Voilà, et il faut éviter de faire l'enfant gâté. Et moi, j'ai pas honte de le dire. Je pense que sur Leads.fr, on a fait un peu les enfants gâtés à un moment donné. On s'est dit, c'est quoi l'enfant gâté? C'est finalement de dire je suis sécure et je me remets pas en question. Non, mais on s'est dit, voilà, c'est le Covid, tout le monde galère et nous, on a des performances qui sont un peu insolentes. Pourquoi on changerait? Alors qu'en fait, mine de rien, après le Covid, il y a plein de secteurs qui sont repartis et nous, c'est là où on a pris un peu cher. Donc, voilà. Faut jamais faire l'enfant gâté, même quand on a beaucoup de chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire que même quand je fais du chiffre d'affaires, mon activité elle va bien, je dois me remettre en question et essayer du coup de remettre des nouveaux process. Toujours, parce que tu peux avoir plein de choses. Tu peux avoir un concurrent, tu peux avoir des problèmes conjoncturels, tu peux avoir des salariés qui vont te pourrir ton truc de l'intérieur. Voilà, faut toujours être alerte sur tout ce qui peut se passer. Je te rejoins sur ça. Yes, en tout cas, merci pour ces partages. Donc, ouais, des échecs, de la réussite. Et au-delà de ces échecs, ces réussites, c'est aussi, parce que je le vois aussi au quotidien, parce que j'ai la chance de travailler avec toi, c'est aussi des sacrifices, l'entrepreneuriat. Et ça, c'est quelque chose enfin, je sais que tu t'en parles peu parce que tu es aussi humble, etc. Mais pour arriver à ce niveau de business, quand même, du coup, plusieurs collaborateurs, des millions d'euros, quand même une responsabilité auprès de l'équipe, je sais que tu fais des sacrifices dans ta vie, à la fois personnelle, professionnelle. Est-ce que tu peux peut-être nous partager, je sais pas, des exemples de sacrifices que déjà, alors je vais commencer peut-être ma question comme ça. Est-ce que tu penses que pour réussir, on doit faire des sacrifices? Et si oui, est-ce que peut-être toi, tu peux nous en partager un ou deux? Des sacrifices, moi je pense qu'il faut toujours en faire, mais il faut être surtout conscient de les faire et pas être dans le déni. Voilà. Moi, ça a pu m'arriver d'être un peu dans le déni, de me dire non, mais tout va bien, alors qu'en fait. Bon bah voilà, tu t'occupes pas forcément trop de ta vie perso, tu fais que de bosser et tu te mens un peu à toi-même. Non, il faut être conscient. Là, aujourd'hui, moi je suis conscient, voilà, ma priorité, c'est le travail. Donc ça, c'est ton numéro 1. Voilà, c'est aussi parce que c'est ce que j'aime. Moi, je me lève le matin pour l'adrénaline. Voilà, si demain j'étais à la retraite ou que j'avais plus d'activité, je sais pas ce que je ferais. Je m'emmerderais. C'est un peu mon moteur. Il y en a, ils aiment pas travailler. Je comprends totalement aussi. J'ai pas de problème avec ça. Moi, j'aime bien. Mais par contre, il faut être conscient que oui, quand on a une aventure entrepreneuriale comme ça, il y a des choses qui passent au second plan. Moi, j'aimais bien voyager. J'aimais bien être le principe du digital nomade. Quand tu lances une aventure entrepreneuriale, je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, moi, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à rester digital nomade. Au final. Et même ne serait-ce que partir avec son PC une fois tous les 2 mois, j'y arrive pas encore. Voilà. Mais donc ça, c'est un sacrifice. Après, il y a aussi voilà, il faut faire attention à la vie perso, et il faut faire du sport. Moi, je me suis mis au sport ça fait 1 an. Enfin, j'en ai toujours fait un peu, mais voilà, je me suis vraiment mis au sport il y a 1 an. Et ça, c'est un sacrifice, mine de rien aussi. De te mettre au sport, c'est un sacrifice. Ouais, bah oui. Avant, tu bosses beaucoup, en fait. Tu dis, bah voilà, le soir de 19h à 20h, avant je bossais, maintenant je me mets au sport. Mais c'est parce qu'en fait, tu dis, bah en fait, le fait de bosser, tu dis, c'est un. Enfin, normalement, c'est un sacrifice. Mais en fait, non, tu te fais du bien. Donc là, pour le coup, il faut se dire, je suis pas dans le déni, je me mets au sport. Ouais. Voilà. Non, super intéressant.
Bah merci pour tous ces partages. J'ai quelques questions encore sur plutôt le futur, notamment sur la suite, etc. C'est vrai que donc, on peut dire que tu as déjà réussi de manière entrepreneuriale, parce que tu as déjà des sociétés qui fonctionnent, etc. J'ai une question, moi, du coup, au niveau du terme succès-réussite, parce que c'est quelque chose qui est assez finalement subjectif. Au-delà de l'indicateur financier, quels sont pour toi les KPI, les indicateurs qui pourraient te faire dire ok, c'est bon, j'ai réussi par exemple dans ma vie? Franchement, la réussite pour moi, elle est pas du tout uniquement professionnelle, hein. T'en as, ils vont mesurer leur réussite sur leur bonheur et ils vont se dire, moi, si je crée une boîte, je vais être fondamentalement malheureux, donc j'aurais raté ma vie. Voilà. Donc pour moi, la réussite, franchement, dans ton podcast, tu pourrais inviter des gens qui sont très épanouis, qui sont, je sais pas moi, qui pourraient être babysitter ou enfin n'importe quelle profession. S'ils sont épanouis et qu'ils arrivent à avoir un bon équilibre de vie, à aimer leur travail, à faire tous les loisirs qu'ils veulent, à avoir fondé leur famille. Est-ce qu'on peut dire réussite, c'est être heureux finalement, c'est ça? Je pense que c'est être aligné avec ce qu'on souhaite et en fait être à une étape où on ne recherche plus rien de plus. Voilà. Je pense que c'est ça la vraie réussite. Okay. Voilà. Est-ce que tu aimerais laisser une trace de ton passage? Bon, c'est une question large, mais ici, par exemple sur Terre, on dise Antoine Sacco, voilà, il a fait ci, il a fait ça. Est-ce que c'est un objectif pour toi, par exemple, aussi, je sais pas, d'impacter ou d'aider des gens ou de former des gens est-ce que c'est un indicateur pour toi aussi de réussite ou pas spécialement? Pour moi, ma vraie réussite aujourd'hui, c'est de me dire que j'arrive à ce qu'il y ait plusieurs dizaines de personnes qui gagnent leur vie grâce à l'activité que j'ai lancée. Ça, c'est ma vraie réussite. Donc, c'est d'avoir des collaborateurs qui peuvent construire leur famille, peut-être du coup acheter un bien immobilier, vivre finalement grâce à la structure que tu as créée au final. Exactement. Des fois, ça me fait relativiser. Enfin, pendant la période un peu compliquée qu'on a vécue, je me disais, bon, ok, là, c'est le chiffre d'affaires, c'est pas ça. Ok, les résultats, c'est pas ça. Mais on paye les salaires et finalement, du coup, on permet à plusieurs personnes de vivre tous les jours. Il y a 10 personnes qui viennent au bureau et qui ont un salaire grâce à ce qu'on lance. C'est une fierté, ça? Ah, c'est une vraie fierté, c'est une immense fierté, ouais. Vraiment. Et après, pour te répondre plus généralement, je pense que oui, j'aurais envie de faire d'autres choses et de laisser d'autres choses, d'autres accomplissements. Qui pourront venir par la suite. Mais je trouve que déjà, ça, c'est pas mal. Et puis, voilà, après, il y a le projet en soi, Leads.fr, où notre mission, c'est vraiment d'aider des entreprises, au final. En fait, on remplit le carnet de commandes des entreprises. Donc ça, c'est... ça a du sens. Ça a vraiment du sens. C'est-à-dire que demain, tu lances ton entreprise, tu n'as pas de clients, tu vas voir Leads.fr, on t'en fournit quelque part. Donc ça, c'est aussi t'impactes positivement les gens si tu fais ça. Bien sûr. Parce que tu vas pouvoir leur permettre aussi à eux d'avoir une réussite professionnelle, etc. Voilà. Ta réussite, finalement, entraîne d'autres réussites, à la fois par des collaborateurs ou des clients. Après, je suis bien conscient d'une chose, c'est qu'on on sauve pas des vies non plus. Donc je me remets non, mais je pense que tu as bien répondu à la question. Dernière question, puis on finira du coup sur celle-là. Il y a des personnes qui nous écoutent, sûrement des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui se disent waouh, Antoine, tu as réussi du coup à développer plusieurs sociétés, des millions d'euros, des collaborateurs. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je me lance? Est-ce que tu aurais peut-être, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui était finalement assis à côté de nous là et qui dit ok, Antoine, comment je peux faire moi pour du coup aussi me lancer à avoir ma propre réussite? Waouh, c'est hyper compliqué. C'est la petite question qui dit. C'est la dernière question, mais la plus complexe. Finale. La plus complexe. Alors un conseil, ça peut être une qualité à développer, une compétence à développer, un état d'esprit. Ça peut être une action à faire. Il y a quelqu'un qui est ici qui me dit ok, Antoine, comment je fais pour réussir? Tu dois lui répondre en un point principal. En un point, je vais te dire, est-ce que tu es excellent dans un domaine et est-ce que un volume de personnes conséquent serait prêt à payer pour ce sur quoi tu es excellent? Voilà. Je pense que déjà, si tu commences à te poser cette question-là, ça peut être pas mal pour commencer. Si du coup c'est pas le cas, ce serait du coup peut-être développer une compétence vraiment spécifique sur laquelle des personnes, des clients seraient prêts du coup à payer pour être... Voilà, et si tu peux développer ton expertise sur un secteur que tu aimes fondamentalement, c'est plus facile. Bien sûr. Parce que se développer sur un terrain
sur lequel on est à l'aise, sur lequel on prend du plaisir chaque jour, et ben c'est top. Bien et sûr. on va se former beaucoup plus facilement, on va monter en compétences, on va Super, bosser top 15 conseil. heures par jour sans s'en rendre compte. Voilà. Ça serait ça mon conseil. Après, c'est rapide, hein, je peux pas non plus. On pourrait parler ensemble des heures et des heures, mais Voilà. je pense qu'on a déjà fait le tour de tout ça. En tout cas, merci beaucoup Antoine pour cette invitation. Merci à toi, C'était vraiment cool. Le temps passe vite et c'était vraiment super tes conseils. N'hésitez pas du coup à liker hein, si vous avez du coup aimé l'interview. Puis on se retrouvera sûrement du coup pour d'autres vidéos à l'avenir. Et ben avec grand plaisir. Comment est-ce qu'on fait pour te suivre du coup si on a envie d'en savoir plus? Et Ça va te contacter, peut-être avoir des conseils sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram. LinkedIn, Twitter et sur le site Instagram de leads.fr. Ouais, leads.fr, Antoine Sacco. Merci beaucoup Antoine en tout cas. Merci à toi. À plus tard. Salut Ciao. Mani.